Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'informations en langue française sur Afrique Média. Merci de nous recevoir chez vous. Nous commençons ce bulletin d'information par la Côte d'Ivoire. Après 2 ans de procès, les avocats de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire, estiment que le procureur de la CPI n'a pas suffisamment d'arguments pour justifier justement les crimes contre l'humanité dont est accusé l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Pour cela, il demande sa libération. Les détails avec Fallon Tunga dans ce reportage qu'elle signe. Détenu à La Haye depuis la crise post-électorale ivoirienne, Laurent Gbagbo sera entendu ce jour à la Cour pénale internationale sur une demande d'acquittement. Pour la défense, cette demande trouve tout son sens dans le manque de preuves pour soutenir les accusations de la Cour contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Après 7 ans de détention, Laurent Gbagbo va donc demander ce lundi 1er octobre son acquittement des chefs de crimes contre l'humanité et sa libération de prison. De son côté, la défense demande un non-lieu, un jugement d'acquittement pour toutes les charges et pour tous les modes de responsabilité, car après plus de 2 ans de procès, elle estime que le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, n'a pas été en mesure de prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo. Malgré l'appel à 82 témoins, la présentation de milliers de documents et bien d'autres, ces éléments demeurent insuffisants pour prouver les charges qui pèsent contre l'ancien président ivoirien. Toujours en Côte d'Ivoire, concernant les élections municipales et régionales qui ont officiellement été lancées. Nous parlons de campagne. Bien sûr, vendredi dernier, dans le pays, le candidat Jean-Marc Yassé a décidé d'aller dans la commune de Cocody pour convaincre les populations de le voter en tant que maire de cette localité. Notre correspondant Mathias Zakam était présent lors de sa campagne à Cocody. Son reportage. Après avoir été investi par Maurice Kakou Dikawe, secrétaire général du PDCI RDA, comme candidat officiel du parti à Cocody, Jean-Marc Yassé a fait le lancement officiel de sa campagne le vendredi dernier à la Sogefia, un sous-quartier de la commune de Cocody. Il affronte à cet effet une dizaine de candidats issus de plusieurs partis politiques. Le PDCI RDA, depuis le 24 septembre 2018, n'est plus membre du RHDP. Du PDCI RDA qui dit qu'il est RHDP, c'est faux, parce que les militants du RHDP ne sont pas des chauves-souris. On peut pas être PDCI et puis être autre chose. Jean-Marc Yassé, le candidat du PDCI RDA, veut à travers cette élection relever un défi pour permettre à la jeunesse de Cocody de s'affirmer dans les différents domaines d'activité. C'est pourquoi il invite cette jeunesse à soutenir sa candidature. Comme ils disent d'ouverture, parce qu'à Cocody, il n'y a pas que le PDCI. À Cocody, il y a tout le monde. Et je ne suis pas fermé. Je suis ouvert à tous les partis parce que je veux tout ce qui est bon pour Cocody. À partir du moment où tu as une idée positive pour Cocody, tu peux nous rejoindre parce que nous sommes ouverts et nous savons où nous allons. À tous les militants du PDCI RDA, ne vous trompez pas. Il n'y a une seule et unique candidature désignée par le président Henri Konan Bédié. Ce candidat s'appelle Jean-Marc Yassé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va dire à côté que c'est non. Notons que ces élections doivent se tenir le samedi 13 octobre prochain et tous les partis politiques, à l'exception du Front populaire ivoirien, s'activent pour faire élire leurs représentants à la tête des communes et régions du pays. Et concernant toujours ces élections locales dans le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est le candidat Adama Koné qui a été dans la campagne dans la commune d'Agnamé pour faire également sa campagne pour ces élections régionales et municipales. Notre correspondant Mathias Zakam était avec lui, son reportage. Dans la commune d'Agnama, en banlieue abidjanaise, c'est un duel à mort que se livrent les candidats.
entre la vieille équipe dirigeante du RDR et le jeune candidat indépendant Koné Adama, le combat de la mobilisation fait rage. Koné Adama s'est illustré de la plus belle des manières hier dimanche 30 septembre lors de son meeting de lancement de campagne dans l'un des sous-quartiers de la commune d'Anyama. Chers parents, c'est votre candidat qui est là. Chère maman, cher papa, c'est votre candidat qui est là. Sachez que si Koné Adama arrive à la mairie, il y aura du changement à la mairie. Comme un médecin qui fait un diagnostic afin de prescrire des médicaments pour guérir, Koné Adama pose à Malinké pour mieux faire passer son message un diagnostic pointu pour sortir Anyama dans le retard criard dans lequel il baigne. C'est à juste titre que sa liste transcende les clivages politiques pour réunir les populations de la cité de la Koula. Parce que depuis plusieurs années, où Anyama est érigé en commune, nous ne voyons que la désolation totale dans notre commune. Et c'est pour cela que nous sommes engagés à la bataille. Et nous demandons tous, à toute la jeunesse, à toute la population d'Anyama, de toutes les circonscriptions, de nous soutenir, de se lever et d'aller aux urnes pour que le 13 octobre, le soir du 13 octobre, nous puissions porter le flambeau de la victoire à la tête de la mairie d'Anyama. Notons que le jeune candidat Koné Adama veut tirer les jeunes et les femmes vers le haut. Cela permettra à Anyama d'avoir une société disciplinée. Nous rappelons que ces candidats pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire disposent de 14 jours pour battre les campagnes. Les élections auront lieu donc le 13 octobre 2018 dans le pays. Après la Côte d'Ivoire, nous mettons le cap au Gabon où dans le sillage toujours de la campagne des élections, mais cette fois-ci présidentielle prévue au Cameroun le 7 octobre prochain, le parti au pouvoir, le RDPC, avait installé déjà sa sous-session à Libreville et le 29 septembre 2019 à Libreville, ils installaient leur bureau dans la région de Fumbot. Nos correspondants Fatih Raina et Alénou Marcelin étaient sur place. Leur reportage. Au moment où la campagne électorale bat son plein en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, le président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Gabon a procédé ce 28 septembre à Libreville à l'installation du bureau de la sous-section RDPC de l'arrondissement de Fumbot. Au président nouvellement installé, M. Pierre-Enes Mouchili a prescrit rigueur, mobilisation massive et obligation de résultats. Notre pays a besoin de cela parce que nous sommes la première diaspora camerounaise à l'étranger. Je crois qu'on vous a déjà parlé normalement des grandes opportunités et nous sommes très conscients qu'avec ce mandat qui arrive, nous sommes en train de mettre surtout l'assurance maladie pour tous au Cameroun et nous sommes aussi en train de faire de cette sorte que les autres barrages soient inaugurés. Recevant les charges à lui confier par la hiérarchie du parti, M. Mbombo Mama, désormais président de la dite sous-section, n'a pas manqué d'exprimer son motif de satisfaction, tout en promettant d'être à la hauteur de la tâche qui est désormais la sienne. La cérémonie d'installation s'est bien passée dans de bonnes conditions. Pour moi, c'est un grand honneur au vu des personnalités qui ont répondu présent ce soir. C'est le travail accompli par les membres du RDPC au Gabon. Vous savez, la démocratie veut que tu peux convaincre ton frère qui est à l'autre côté de te rejoindre dans ton camp. Donc si aujourd'hui vous voyez que la majorité des Fumbot sont rentrés dans le RDPC, c'est au vu du travail que nous, militants convaincus du RDPC, nous travaillons sur le terrain. En somme, la cérémonie qui a eu pour cadre l'école publique de la Sorbonne a permis de noter la force de mobilisation des ressortissants de Fumbot qui promettent une victoire cash et sans bavure au soir du 7 octobre en faveur de l'homme du renouveau.
Et toujours au Gabon, le nouvel ambassadeur du Cameroun au Gabon, Oya Sao Tomé, a été accueilli par l'équipe de l'ambassade du Cameroun au Gabon le 29 septembre 2018. Et parmi les personnes qui ont donc accueilli ce nouvel ambassadeur au Gabon, il y avait également les leaders de certains partis de politique invités pour l'occasion. Nos correspondants Fatih Raina et Elinou Marcelin y étaient leur reportage. Madame Ondoa Atiba Nengaï Tozam, édite nouvel ambassadeur du Cameroun au Gabon, a été accueillie ce 29 septembre à l'imprévu par une foule nombreuse constituée du personnel de l'ambassade, des responsables des différents partis politiques dont le RDPC, ainsi que de nombreux amis et connaissances. L'hôte du jour a tenu à transmettre le message du chef de l'État à l'endroit des Camerounais du Gabon, tout en rassurant l'assistant de sa disponibilité à agir comme humain envers tous. Je suis très émue par la chaleur de cet accueil. Le moment manque pour traduire ce que je ressens en ce moment. Merci beaucoup pour la patience, pour la mobilisation. Je découvre une communauté camerounaise chaleureuse, une communauté camerounaise vivante, une communauté camerounaise debout, à l'image de votre pays. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne voulait pas vous laisser orphelin pendant ce moment important. Je l'ai entendu tout à l'heure, certains qui le disaient, nous étions orphelins. Désormais, vous n'êtes plus orphelins. Vous avez une mère. Le chef de l'État vous a envoyé une mère. Je suis la mère de tous les Camerounais, de toutes les communautés du Cameroun. La gente féminine étant à l'honneur, Madame Gariengam Aïcha, déléguée au conflit de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Gabon, n'a pas manqué d'exprimer le soutien des femmes au président Paul Biya, tout en le remerciant d'avoir bien voulu nommer une dame de cœur à la tête de cette mission diplomatique. Merci à notre président, son Excellence Paul Biya, qui a pensé que la femme pouvait apporter un plus dans la communauté. Jusqu'à maintenant, je ne pensais pas qu'on aurait la paix. Pour moi, il y a quelques granitudes, mais comme il a lui-même dit, on ne se presse pas parce qu'on est seul. Donc, seul le cuve magie est pressé de se faire entendre. Le seul n'a pas besoin de parler. Cérémonie fort courue, l'accueil de Madame l'ambassadeur du Cameroun au Gabon et Sao Tomé et Principe aura été une occasion de communion entre les fils et filles de ce pays et leur maman et un acte de témoignage de l'amour des Camerounais pour leur patrie. Nous prenons la direction cette fois-ci du Nigeria où Muhammadu Buhari, le chef actuel de l'État, a été choisi par le All Progressive Congress, son parti politique, pour être le représentant à la prochaine présidentielle en 2019. C'est une tâche que le président de la République prend très au sérieux. C'est un reportage signé par Serge Taboué. Muhammadu Buhari, président nigérian, a été adoubé par les militants du All Progressive Congress pour la présidentielle à venir. Le Conseil exécutif national, par le biais du Congrès, constitué de 15 700 personnes, a renouvelé sa confiance au chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession. Ainsi, le tweet publié par Bashir Ahmad, son assistant en avril 2018, annonçant officiellement l'intention du président de se représenter en 2019, est complète. Au mois de septembre, le chef de l'État s'était rendu au siège de son parti, le Congrès des progressistes, dans la capitale, Abuja, question de remettre son formulaire pour les primaires. Par ce geste, il était le seul homme politique de son parti à avoir retiré le formulaire pour la primaire au sein de son parti. De ce fait, Muhammadu Buhari avait déclaré se présenter en toute humilité. Il assurait à ses sympathisants ainsi qu'au reste des Nigérians que s'il était nommé et élu, il continuerait à servir au mieux de ses capacités. Retenons qu'avant de devenir le premier candidat de l'opposition dans l'histoire du Nigeria à vaincre un président en exercice, en l'occurrence Goodluck Jonathan, lors des élections en 2015, l'ancien général Buhari avait dirigé une première fois le géant d'Afrique de l'Ouest entre le 31 décembre 1983 et le 27 août 1985.
Toujours au Nigeria, c'est la ministre des Affaires féminines qui a donné sa démission samedi dernier au président de la République, Muhammadu Buhari. Madame Al-Hassan est la seconde ministre à quitter le gouvernement au cours de ce mois, après Kemi Odounsuna, qui avait démissionné de son poste de ministre des Finances après avoir été accusé d'avoir falsifié un document dans le but d'échapper au service national obligatoire. Dans une lettre adressée au président de la République, Muhammadu Buhari, Madame Al-Hassan avait annoncé qu'elle quittait le parti au pouvoir après avoir été disqualifiée pour se présenter au poste de gouverneur dans l'état de Taraba, dans l'est du Nigeria. Al-Hassan a ajouté qu'elle allait soutenir la candidature de l'ancien vice-président Atiku Abubakar, qu'elle a qualifié de mentor pour la prochaine présidentielle 2019. L'ancien vice-président Atiku Abubakar espère être le candidat de l'opposition du Parti démocratique populaire qui doit tenir ses primaires en octobre prochain. Muhammadu Buhari avait arrivé au pouvoir en 2015 en promettant justement de vaincre le groupe islamiste armé nigérien Boko Haram et en mettant un terme justement au programme anticorruption. Et justement, Muhammadu Buhari est candidat à sa propre réélection aux élections présidentielles de 2019. Toujours au Nigeria, la grève illimitée lancée par la principale syndicale de Labour Congress a été suspendue pendant 4 jours. Ceci le temps pour le comité tripartite de traiter de la question de revalorisation du salaire minimum. L'annonce de la suspension de la dite grève a été faite ce dimanche 30 septembre 2018 par le président du Nigeria, Labour Congress. À en croire justement les dirigeants de la principale centrale syndicale, il s'agit de permettre la tenue des négociations en cours au sein d'un comité tripartite de 30 membres constitués des représentants de l'État fédéral, du secteur privé et des partenaires sociaux. La semaine dernière, le NLC appelait à une grève illimitée afin de demander au gouvernement de revoir à la hausse les salaires minimums qui est de $240. À peine venait-elle d'être lancée que la grève commençait à être suivie par plusieurs secteurs, dont le monde estudiantin, et qui, à travers l'Association nationale des étudiants nigériens, menaçait d'emboîter le pas aux travailleurs. Mais à l'écart donc mis en place l'année dernière par le président nigérien, le comité tripartite procède d'une promesse faite pendant la campagne à la présidentielle de 2015. Muhammadu Buhari s'était engagé à assurer le bien-être et la prospérité des travailleurs du Nigeria. En Angola, c'est le président de la fondation Dos Santos qui a été arrêté dans une affaire de fraude financière. Ismael Diego de Silva est détenu depuis vendredi dernier dans la prison de Viana, Luanda. Le président de la fondation, Eduardo Dos Santos, a été interpellé pour répondre à un interrogatoire, a expliqué ici le bureau du procureur dans un communiqué. Il avait jusqu'à présent ignoré plusieurs convocations de la justice dans une affaire de détournement de $20 millions au sein du ministère des Transports, selon la source proche du parquet. Ismael Diogo da Silva est employé de ce ministère, mais préside aussi la FESA, créée en 1996 par José Eduardo Dos Santos et qui vise à promouvoir les sciences et la culture. Dans le cadre de cette affaire, l'ancien ministre des Transports de l'Angola, Augusto Thomas, a été arrêté lui aussi la semaine dernière pour mauvaise gestion, détournement de fonds et corruption active. Augusto Thomas avait été démis de ses fonctions en juin dernier par le successeur de José Eduardo Dos Santos, João Lourenço. À peine aux commandes du pays, João Lourenço, qui a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités, a limogé le nombre de proches de son prédécesseur. Un des fils de Dos Santos, José Filimono, est incarcéré depuis quelques jours dans une prison de Luanda dans une vaste affaire détournement qui remonte à l'époque où il dirigeait les fonds souverains du pays. En République démocratique du Congo, nous parlons des élections générales. Ici, justement, le kit pour ces élections commence déjà à arriver dans le pays. Pour ce faire, la CENI a réceptionné un lot de kits importants pour le bon déroulement de ces élections prévues en décembre prochain. Notre correspondant Justin Kabomba, depuis la RDC, nous fait le point.
Selon un portail de 2 conteneurs, on y trouve entre autres des isoloirs, des urnes de vote qui vont servir aux prochaines élections prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Ces kits électoraux ont été réceptionnés le samedi 29 septembre à Goma par le secrétaire provincial de la CENI Nord Kivu. Le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie en province plaide pour la sécurisation de ces matériels partout où ils seront déployés, surtout à l'intérieur de la province où les groupes armés sèment terreur et désolation. Sans aucun doute, nous confirmons que le 23 décembre 2018, il y aura bel et bien élection. Élection présidentielle, élection législative nationale et élection législative provinciale avec l'utilisation de la machine à voter qui va nous permettre d'imprimer les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Et donc, comme la CENI travaille avec les partenaires, le gouvernement et les autres services, et tout à fait normal que tous ces membres viennent voir ce que la CENI fait, puisqu'on ne fait pas des choses en cachet. Présent à cette cérémonie de réception, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a indiqué que la présence de ces matériels électoraux prouve selon lui que le processus électoral évolue bien. Il s'est dit confiant aux élections crédibles, transparentes et apaisées dans le pays. Le processus électoral va bon train. Et avec la réception de ce matériel, le choix de ce matériel, sa durabilité et également son caractère transportable parce que c'est assez léger. C'est pour ça que nous avons essayé un peu de soulever. Et nous pensons donc que ce sera aisé de faire le déploiement tout en étant solide pour supporter les machines. De sorte que chaque électeur puisse passer, faire son tour, voter et également déposer son bulletin de vote. Signalons que ce matériel arrive une semaine après la réception d'un lot considérable de matériel bureautique par la Commission électorale nationale indépendante CENI Nord Kivu. Parlant toujours de ces élections générales, mais cette fois-ci des présidentielles, l'opposition veut avoir un candidat unique. Et si l'intention se fait donc de plus en plus manifeste, la candidature unique de l'opposition lors de la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo est indissolublement liée à plusieurs facteurs dont la lutte contre le leadership et même le partage du gâteau. Et plusieurs personnes de toutes les 24 communes étaient réunies ce 29 septembre 2018 au stade des martyrs de Kinshasa pour écouter le message de 7 leaders de l'opposition. Un message axé sur la gouvernance électorale tel que proposé par le régime de Joseph Kabila. Machine électorale, présence de quelques 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale, les griefs semblent nombreux. Mais la gouvernance électorale a beau être fiable, l'opposition sait qu'elle gagnerait à présenter un candidat unique lors de la présidentielle du 23 décembre prochain, à l'image du pouvoir dont les couleurs seront défendues par un seul candidat, Emmanuel Ramazani Shadari. L'autre enjeu de ce rassemblement était donc de démontrer l'unité de l'opposition dans la perspective de la désignation d'un candidat commun à l'élection présidentielle à venir. Or, ces conditions peuvent en cacher d'autres. Comment, par exemple, les opposants entendent-ils régler le sempiternel problème du leadership, étant donné que des observateurs leur ont toujours reproché d'être victimes de leur ego? Là est la grande question, est-ce que le bas pourrait encore plus blesser comme d'habitude? Toujours en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, ont lancé une vaste campagne de vaccination contre l'épidémie de fièvre jaune déclenchée au début du mois de septembre dernier. Ils sont plus de 2100 professionnels de la santé à avoir été déployés dans tous les coins et recoins de Pointe-Noire pour vacciner les populations contre la fièvre jaune. C'est donc dans la capitale économique congolaise qui a été détecté il y a
quelques semaines un cas de fièvre jaune au quartier Bissongo à l'Est. Selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, un seul cas de fièvre jaune implique l'existence d'une épidémie. Bien qu'il n'y ait pas encore de décès, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités congolaises mettent l'accent sur la prévention. La campagne durera 6 jours et nécessitera un important dispositif sanitaire. Au total, donc, 1 233 000 doses de seringues sont disponibles pour mener à bien l'opération. D'après donc des experts de l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre jaune est très répandue dans des zones tropicales d'Afrique et d'Amérique. Elle se transmet par la piqûre de moustiques tigre ou Aedes albopictus. Les premiers signes apparaissent 3 à 6 jours après la contamination. La pathologie touche principalement les singes et les hommes. Des spécialistes indiquent aussi qu'il n'existe aucun traitement spécifique de la fièvre jaune. Seuls les symptômes ou signes de la maladie sont traités en dépit des progrès de la médecine. L'Afrique connaît parfois des épidémies de la fièvre jaune, comme celle qui avait touché près de 30 000 personnes en Éthiopie en faisant ces 30 000 morts entre 1960 et 1962. Au Mali, nous parlons de terrorisme. La force conjointe du Sahel ne compte pas baisser les bras ou encore moins plier les chines, ceci pour combattre ou bien mettre fin aux attaques des djihadistes dans le pays. Pour ce faire, ils ont été attaqués justement en juin dernier, leur QG bien sûr. Et pour cette raison, ils ont décidé de délocaliser leur QG pour Bamako. C'est un reportage de Linda Dedi. C'est à Bamako, capitale du Mali, que le quartier général de la force conjointe G5 Sahel va être transféré à la demande du nouveau commandant de cette force conjointe, le général mauritanien Hanena Ould Sidi. La raison, elle est toute ou presque connue de tous. À quelques jours de la date anniversaire de lancement du G5 Sahel, plus précisément le 29 juin dernier, un pick-up piégé a foncé à toute allure contre le PC de Sévaré, ville abritant les anciens locaux de la force conjointe et située à 600 km de la capitale malienne. Bilan, destruction totale du bâtiment et 3 morts sur le carreau. Un acte terroriste qui a à nouveau soulevé la question sur le choix de Sévaré, qui en réalité était déjà jugé comme un pari risqué au vu de la proximité des groupes rebelles. Car cette partie du Mali se trouve dans l'œil du cyclone, à la croisée des zones d'influence de 3 groupes djihadistes différents. Rendu donc à l'état des faits actuels, c'est-à-dire au déménagement imminent du PC de Sévaré, une certaine opinion le qualifie de véritable reculade. Surtout que depuis la création de la force G5 Sahel, elle n'a véritablement pas mené de vrais combats sur le terrain, ce qui pose le problème de l'opérationnalisation qui coince jusqu'ici. C'est sous le signe de la réconciliation que s'est tenu le festival Oromo cette année en Éthiopie, un thème qui survient après des heurts enregistrés justement dans cette région de la Corne de l'Afrique il y a près de 2 ans. C'est un reportage signé par Serge Taboué. La réconciliation était au cœur du festival Oromo cette année. Une réconciliation dont avait tant besoin l'Éthiopie après des violences meurtrières en périphérie d'Addis Abeba il y a 2 semaines. Des affrontements qui avaient opposé les 2 principaux groupes ethniques du pays, Oromo et Somali, occasionnant la mort des centaines de personnes. Le président de la région Oromo, Lema Megersa, avait assuré mi-septembre qu'il avait donné lieu à des tueries brutales et poussé quelques 50 000 personnes à fuir la zone. Depuis des années, Oromo et Somalis se disputent le contrôle de certaines zones arabes situées le long de leurs frontières communes. En octobre 2004, un référendum avait été organisé pour résoudre le différend. Un référendum qui n'a jamais été pleinement mis en œuvre. Suite à toutes ces violences, Irecha chez les Oromo célèbre la fin de la saison des pluies et le début du printemps. Célébration qui permet d'adresser des prières au Très-Haut pour la paix, l'abondance et la prospérité. Sur cette même voie, depuis la nomination des nouveaux premiers ministres en 2018, Abid Ahmed, issu de l'ethnie Oromo, des gestes d'ouverture et des réformes ont été multipliés. Le grand rassemblement annuel des Oromo a donc attiré une foule immense le 30 septembre. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi participé au festival religieux d'Irecha à Bishoftu, à 50 km au sud-est d'Addis Abeba.
La page étrangère dans ce bulletin d'information, c'est en Indonésie où on enregistre depuis vendredi dernier un séisme de magnitude 7,5. Le bilan du violent séisme et du tsunami qui ont frappé l'île des Célèbres vendredi dernier est d'au moins 844 morts et risque encore de s'alourdir dans les prochaines heures. Face à l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement indonésien a lancé ce 1er octobre 2018 un appel à l'aide internationale. La France figure au nombre des pays qui ont proposé leur aide aux autorités indonésiennes pour répondre aux éventuels besoins d'assistance qu'elles pourraient formuler. L'Indonésie éprouve donc de grandes difficultés à acheminer l'aide de première nécessité à la population locale, d'autant que les secours peinent encore à atteindre les zones les plus reculées. Et selon l'Agence nationale de gestion de catastrophes, des dizaines, voire des centaines de victimes restent encore piégées sous les décombres. Les autorités et les ONG s'inquiètent notamment de la situation de la région de Donggala, plus au nord de la ville de Palu, la plus touchée par la catastrophe. Dimanche dernier, des équipes de sauveteurs en combinaison orange étaient en train de fouiller les décombres d'un hôtel qui pouvait héberger jusqu'à 150 personnes et d'un centre commercial qui s'est effondré. L'armée était donc en cours de déploiement pour aider aux recherches des survivants. Des avions chargés de matériel et de nourriture ont pu atterrir à l'aéroport de Palu, dont plusieurs pistes sont inutilisables. Et voilà qui m'entame à cette édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Sur ce, portez-vous bien.